On est dans un entre-deux et en réalité le départ de Moubarak ouvre une nouvelle page blanche. Comment va-t-elle être écrite? Comment va-t-elle être remplie? C'est un peu compliqué à le prévoir aujourd'hui. Je pense que le critère essentiel, le critère fondamental, c'est la mobilisation qui a été manifeste depuis 3 semaines. Va-t-elle se maintenir ou non? Va-t-elle se transformer en d'autres modalités d'organisation, de contestation, de mobilisation? C'est bien là l'enjeu. Parce que l'armée et le Conseil suprême des forces militaires qui désormais dirige le pays a fait un certain nombre de promesses sur le thème « Nous allons organiser des élections libres et démocratiques » ainsi que transparentes, d'ailleurs précise-t-il. Nous allons voir élaborer une nouvelle constitution parce que de toute façon, pour procéder aux nouvelles élections, il faut modifier certains aspects constitutionnels. Fort bien. Ceci étant, l'histoire prouve qu'il ne faut jamais s'en remettre totalement aux forces militaires. Et donc l'enjeu, ça reste fondamentalement, 1, la mobilisation telle que nous l'avons connue, même si elle prend d'autres formes, et 2, mais ça c'est le grand défi des jours, des semaines et des mois à venir, c'est la capacité de l'opposition, des différentes formes d'opposition, à s'organiser, à créer des formes de partis, d'associations qui puissent peser sur les événements. Ce n'est donc pas donné à l'avance, c'est tout l'enjeu de la situation politique en Égypte, mais c'est à la fois tout à fait passionnant. Oui, ce qui est évident, c'est qu'en Tunisie, et je pense qu'on assistera au même type de processus en Égypte, même si les situations sont évidemment différentes, puisqu'en Tunisie, l'armée en tant que telle n'a pas pris le pouvoir, elle le fait en Égypte, même si c'est, je le souhaite, de façon le plus transitoire possible. Mais il est évident que dans tout processus révolutionnaire, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, et peut-être dans d'autres pays dans les semaines à venir, un mouvement ne s'arrête pas du jour au lendemain. Donc par exemple en Égypte, la place Tahrir, elle a été évacuée, mais cela ne signifie pas que la mobilisation a cessé. En Tunisie, nous avons eu d'autres modalités. Il y a eu mise en place d'un nouveau gouvernement avec un certain nombre de péripéties sur lesquelles nous n'avons pas le temps de revenir. Mais ce qui est fascinant, c'est que la mobilisation se poursuit et que de plus en plus, vous avez raison de le souligner, c'est une mobilisation de type social, de revendication sociale, puisque une des raisons objectives qui a présidé à ces révoltes et ces mouvements révolutionnaires, c'est le niveau de vie, c'est l'injustice sociale. Et il est bien évident que les peuples tunisiens et égyptiens qui ont pris confiance en eux-mêmes eh bien, continuent leur mobilisation et probablement nous allons assister à un aiguisement des revendications et des luttes sociales alors que jusqu'alors c'était des revendications de type fondamentalement démocratique. Les deux d'ailleurs ne sont pas du tout à opposer l'une à l'autre, elles sont au contraire totalement complémentaires, mais ça c'est le propre d'un mouvement révolutionnaire que d'amplifier les mobilisations et qu'au fur et à mesure qu'elles se développent, ces mobilisations donnent confiance à ses propres acteurs et donc ça ne s'arrêtera pas demain. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les ingrédients, on les retrouve dans tous les pays de la région. Quels sont-ils pour aller très vite? C'est d'une part, justement, les revendications de type social, c'est-à-dire le niveau de vie qui est dramatiquement bas, les injustices, les disparités sociales qui sont énormes. Ça, on le retrouve dans tous les pays, avec des nuances certes, mais on le retrouve partout. Deuxième ingrédient, c'est la question de l'autoritarisme, de régime de dictature qui bafoue tous les droits démocratiques, individuels et collectifs. Donc ça, objectivement, on retrouve cela dans tous les pays. Ceci étant, ce qui s'est passé en Tunisie puis en Égypte de façon extrêmement rapide, nous ne sommes pas sûrs de voir les mêmes processus dans les autres pays, pour une simple et bonne raison, c'est que chacun des pays, chacun des États-nations qui constituent le monde arabe ont leur propre mode de fonctionnement, leur propre rapport de force politique. Le fait que, par exemple, dans certains pays, il y ait des monarchies modifie la donne des rapports de la société civile à l'État. La place de l'armée peut aussi avoir des incidences sérieuses. On a bien vu que l'armée en Égypte et en Tunisie ne s'est pas comportée de la même façon. Donc tous ceux qui considèrent qu'il va y avoir un effet domino dans toute la région se trompent, à mon avis en tout cas. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une onde de choc dans toute la région et que de partout, les peuples du Moyen-Orient ont pris à la fois confiance et conscience en leur propre force.
Cela est facilité et peut-être accéléré par les nouveaux moyens de communication. Tout le monde en parle, Internet, Facebook, Twitter, les chaînes satellitaires. Ce n'est pas ça qui fait une révolution, mais incontestablement, ça peut favoriser les mobilisations. Donc je ne pense pas que ce qui s'est passé en Tunisie, puis en Égypte, puisse se retrouver de façon décalquée dans les autres pays, mais ce que je pense et je souhaite par ailleurs, c'est que de nouvelles formes de mobilisation apparaissent, et on en a déjà des linéaments en Jordanie, au Yémen, en Algérie, même si en Algérie, par exemple, on l'a vu le week-end dernier, c'est dans des conditions différentes et très difficiles pour les forces de contestation sociale de ce régime algérien.